Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Chers amis internautes, ce dimanche, je reçois pour vous Bertin Kovi, président de l'Alliance Iroko, militant du parti politique Bloc républicain, psychologue de la communication, il est économiste, fondamentaliste. Avec lui, nous allons décrypter le discours du président Patrice Talon devant la représentation nationale, le discours sur l'état de la nation qui a été prononcé au Parlement le 8 décembre dernier. Nous allons en parler. Nous parlerons également de la revalorisation des salaires des travailleurs béninois. Bonjour à vous, Bertin Kovi. Bonjour. Merci d'avoir cette invitation. Ben, c'est moi qui vous remercie de me permettre d'apparaître encore une fois. D'apparaître encore une fois. Il y en a qui ne veulent pas apparaître, eux, quand même. Il y a des politiques qui ne veulent pas apparaître. Ben, parce qu'ils n'ont rien à dire, justement. C'est ça le drame de notre pays, enfin de notre temps. En principe, un homme politique doit avoir un message. Les gens veulent être en politique juste pour aller et à la fin demander le suffrage des populations. Mais sur quelle base? Écoutez-les. Ils ne disent rien. C'est votre opinion. Alors, Bertin Kovi, vous avez écouté le président Patrice Talon jeudi dernier. Qu'est-ce que vous avez retenu d'entrée de jeu, de façon sommaire et expéditive? Ce qui m'a marqué, en dehors du fond et de la forme, c'est 50 minutes de discours. On a bien connu d'autres discours du chef de l'État. C'est au plus 20 minutes et l'histoire est comme une affaire réglée. 50 minutes. Ça voudrait dire que le président avait beaucoup de choses à dire. Et ça voudrait dire aussi qu'il avait du plaisir à faire le bilan en réalité de son premier mandat. Parce qu'en réalité, ce qui a été dit, c'est le bilan des 5 dernières années, c'est-à-dire 2016 à 2021. C'est maintenant qu'il fait le bilan de ce qui a été fait de 2016 à 2021. Et à partir de ce bilan-là, je ne serais pas surpris qu'il y ait remaniement ministériel plus après échanger certains ministres parce qu'en fait, ils ont réussi à finir leur mission. Maintenant... Donc vous souhaitez... je ne souhaite rien. Mais vous lisez entre les lignes. Non, si le président est venu faire le bilan de son quinquennat, le premier, ben, c'est que maintenant il peut décharger certains. Tout à fait. Voilà. Alors, lorsque l'on parle de ce principe-là, quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous a encore marqué par rapport au discours? Est-ce que vous avez noté quelque chose d'anodin? J'ai vu la fierté et la joie dans les propos du président par rapport à l'augmentation des salaires, mais à l'augmentation des salaires modestes au fait. Il avait une fierté de montrer qu'il y a eu un début de justice sociale, d'égalité des Béninois, parce qu'au fait, devant le marché, devant le panier de la ménagère, nous sommes frappés par les mêmes principes, par les mêmes prix. Il n'est pas normal que d'aucuns soient à des salaires misérables. Donc le président était content de dire que d'autres, l'augmentation chez d'autres c'est 66%, 30%. Il était très heureux. Et ça se sentait. Au fait, depuis que je connais Patrice Talon dans cet exercice-là, c'est la première fois qu'il était heureux de faire un tel exercice en regardant tout le monde dans les yeux avec un brin de satisfaction, bien justifié et bien mérité d'ailleurs. Les autres fois, c'était un exercice très timide et difficile parce qu'il n'avait pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, fort du bilan, je dirais, si je veux exagérer, qu'il pavoisait comme un pan et il le mérite bien. Et ce discours et ce bilan me fondent à continuer de dire que je souhaite qu'il ait un autre mandat après 2026. Et les Béninois seront d'accord avec moi désormais. Pourquoi les Béninois seront d'accord avec vous? Parce qu'ils ont vu ce que ça produit. Et on ne change pas une équipe qui gagne, voyons. Pourquoi changer? Écoutez, je vous l'ai toujours dit. Si Patrice Talon n'est pas candidat en 2026, je le serai. Et je me battrai avec la dernière goutte de sueur. Mais ceci étant dit, j'estime qu'il faut épargner le Bénin de division entre les fils d'un même pays. On a un président, on a une équipe qui réussit, gardons l'équipe. Si le président veut même garder même ses ministres, je crois qu'il peut garder 60% des membres du gouvernement actuel pour les 5 prochaines années et même au-delà, parce qu'ils le font bien. Je vais vous donner un exemple. J'aime bien le ministre Gaston Dossoui, qui réussit dans son domaine, même s'il y a des choses à améliorer. Il y a la communication à améliorer. J'aime bien le ministre du Commerce,
qui réussit aussi dans son domaine, même si je leur reproche le manque de communication et de psychologie dans leur communication. Regardez cette histoire de prix plancher au niveau du soja. Les populations ont vite cru que c'est à ce prix-là qu'il faut l'acheter, alors qu'en réalité, le prix plancher, c'est le prix qui protège le paysan. Ça voudrait dire on ne doit pas acheter moins que ce prix-là. Mais ça ne veut pas dire que le paysan est obligé de vendre à ce prix. Il peut le vendre à 1 million s'il trouve quelqu'un qui veut lui prendre 1 kilo à 1 million. Mais personne ne peut manipuler le paysan et lui acheter son soja à moins de 190 francs. C'est ce qui était dit. Mais nos parents n'ont pas compris. Pourquoi n'ont-ils pas compris? Ceux qui doivent communiquer l'ont mal fait. Et là, c'est le ministre Gaston Dessouy et le ministre du Commerce qui n'ont pas eu des cellules de communication pour parler. Ils peuvent venir prendre vos services. Mais lorsque... Attendez, je n'ai pas fini. Il y a le ministre, par exemple, de l'électricité. Oui. J'ai eu l'insi honneur de le rencontrer. J'ai pris ce document avec lui. J'ai pris celui-ci avec lui. Je l'ai rencontré ensemble avec son DAC et le directeur sortant de l'ABEM. Ben, je trouve qu'ils font un travail extraordinaire. Voici un ministre de l'énergie qui maîtrise les détails de chaque dossier. Il m'a honnêtement surpris. Ce n'est pas la première fois que je rencontre un ministre de l'énergie au Bénin. Donc, j'estime qu'ils sont nombreux à faire un travail extraordinaire. Je prends le ministre Ablaye Biotchane. Si je parle de lui, on dira que, bon, je le flatte, donc je ne veux pas parler de Biotchane. Il n'a rien à démontrer. Ils sont nombreux à faire de grandes choses. Je prends le ministre Adambi, avec qui j'ai échangé la dernière fois. Et j'avoue qu'au départ, j'avais des appréhensions. Mais on a comme l'impression qu'il n'y a que les ministres du BR qui sont... À ce que je sache, Gaston Dessouy, il n'est pas du BR. Hein? Au contraire. Oui, il est de l'UP, effectivement. Ah ben voilà. C'est moi qui fais la confusion. Je crois que quand on parle politique, il me dit de venir à l'UP, il lui dit de venir au BR. Donc, moi, UP, je le taquine, c'est tout. Enfin, UP, oui, je le taquine UP. Mais UP, le recalé, je les taloche. Parce que pour moi, il y a UP avec qui je suis totalement à l'aise. Mais UP, le recalé, eh ben... C'est l'Union progressiste, le renouveau. Alors, Bertin Kovi, lorsqu'on revient au discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation, est-ce que ce discours, avant qu'on puisse le décortiquer point par point, est-ce qu'il a comblé les attentes? Est-ce que tous les aspects sur lesquels vous attendez le chef d'État a abordé tous ces aspects-là? En 52 minutes, enfin en 50 minutes, le président, personne ne peut aborder l'état d'une nation. Le président Patrice Talon avait un message à passer. Et il a passé. Il a abordé les sujets qui l'intéressent lui. Et puis c'est lui qui parle. Eh bien, on se contente de ce qu'il nous a donné. Ce qu'on souhaitait et qu'il n'a pas dit, bon, on doit aller dans les conjectures et bon, se fâcher un peu et après se consoler. Donc, il ne peut pas faire mieux. 50 minutes, c'est déjà assez. Et je crois que les Béninois devraient se réjouir de cela. Alors, quels sont les points saillants qui vous ont marqué tout au long de ce discours-là? Moi, les points qui m'ont marqué déjà, c'est-à-dire, je vous dis, c'est la posture au fait, l'assurance du président. Parce que tout un message est dans, ce ne sont pas les mots, c'est la façon dont la personne se présente. On le voit à l'aise, on le voit rassuré, on le voit heureux. Maintenant, le message, ce sera comme le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Il y en a qui seront heureux, il y en a qui seront malheureux. Aussi, ce qui m'a réjoui, c'est quand il annonce, par exemple, par rapport à la santé. Parce que moi, économiste fondamentaliste, c'est ce qui me préoccupe. Eh bien, il dit, on va améliorer la qualité de certains centres de santé. Il parle de l'éducation, ce sont des sujets qui m'intéressent. Il parle de l'électricité et l'eau, ce sont des sujets qui m'intéressent. Il parle de sécurité, ce sont des sujets qui m'intéressent. Bref, j'ai retrouvé, moi, les éléments qui m'intéressent, moi, économiste fondamentaliste. Mais ce que je n'ai pas reçu, par contre, et que je souhaitais du président, c'est qu'il encourage les Béninois à produire davantage. Parce qu'on a augmenté les salaires, c'est bien beau. Mais pour pouvoir tenir parole, il faut des ressources additionnelles. Et s'il n'y a pas de ressources additionnelles, ça voudrait dire que les impôts vont s'augmenter pour avoir plus d'argent à payer aux fonctionnaires. Et les populations vont commencer par crier. Il faut pousser celui qui fait 1 hectare aujourd'hui à faire 2, 3. Faisant 2, 3 avec les mêmes taux d'impôt, il pourra toujours payer plus, au fait, en valeur relative, plus d'impôts. Vous comprenez? Donc c'est cela. Je n'ai pas entendu l'invite aux populations
à travailler d'arrache-pied, à travailler plus pour que nous ayons de ressources additionnelles pour pouvoir payer les charges additionnelles que la hausse des salaires implique. J'ai aussi écouté entre-temps les syndicalistes. D'aucuns ne sont pas contents, d'autres le sont. Mais je ne les ai pas entendus eux-mêmes appeler nos paysans, nos artisans, nos pêcheurs, nos cultivateurs. Je ne les ai pas entendus les encourager à produire plus. Car on paye, on augmente d'impôts, on augmente le salaire. Mais qui paye ça, vous croyez? Vous croyez que c'est le président Patrice Talon? Vous croyez que c'est le ministre Wadaï? Vous croyez que c'est Abdoulaye Biachani? Vous croyez que c'est le gouvernement? Mais non, c'est vous. C'est le paysan. C'est le cultivateur. C'est l'artisan. C'est le pêcheur. Vous comprenez? Ce sont les impôts qu'on regroupe. Donc, ceux-là, désormais, quand un fonctionnaire doit passer sur une route et il voit un paysan qui veut passer, il s'arrête, il se met au garde-à-vous, le paysan passe d'abord. Parce que c'est le paysan qui permet qu'on lui augmente son salaire. Il faut que les fonctionnaires comprennent ça. Il faut que les hommes politiques comprennent ça pour que le traitement qu'on fait au paysan qui vient demander un service public soit changé. Parce que mille à quoi son aïe, c'est nous. Alors, la grosse attraction de ce discours, c'est l'augmentation des salaires. Quel commentaire avez-vous à faire sur les sursalaires qui ont été notés par endroit et également les décisions conséquentes qui ont été prises en Conseil des ministres la veille? En réalité, il n'y a même pas eu de sursalaire, il y a eu de justice. Parce que le sursalaire, c'est sur des fonctions spécifiques. Et ces fonctions-là sont indispensables pour qu'un État existe. Prenons le policier. Franchement, est-ce que vous voyez, est-ce que vous là, quand vous voyez la vie d'un policier jusqu'à un passé récent, ça vous plaisait d'avoir un fils ou bien un frère policier? La tâche et la responsabilité, le risque que prend le policier, et pour un salaire misérable comme ils en avaient, ça n'encourageait personne. Et ça a fait de ça justifier d'ailleurs que d'aucuns quittent la police et qu'on dise qu'on les recherche. Donc ce n'est pas un sursalaire, c'est une justice. Ce n'est pas un sursalaire. On leur rend justice au fait. Je prends les enseignants. Mais autant vaut l'éducation nationale, autant vaudra la nation. Mais regardez, moi mon père a été enseignant. C'est son salaire misérable qui a fait que être enseignant là, ça ne m'a jamais plu. Jamais fleuré l'esprit. Il m'a dit non mon fils, tu as la pédagogie en tête. Je lui ai dit quoi moi là? Quand je le regarde, quand je prends un seul billet d'avion, pour aller dans un pays donné, ça fait son salaire en un an. Vous me voyez, moi, faire ça, je ne le ferai pas. Et c'est pour ça que j'ai toujours de l'admiration. Parce que c'est un sacerdoce. Mais on ne mange pas le sacerdoce. L'enseignant doit aller dans un marché et nourrir sa famille. Donc, ce n'est pas des sursalaires, c'est une justice. Et ici, je voudrais enlever le chapeau au président Patrice Talon et le remercier au nom de mon feu père qui fut enseignant et qui est mort misérable. Quoique auréolé de gloire, on disait c'est un bon enseignant, enseignant première classe ou bien comme en premier ordre, je ne sais même pas. On le flattait. Mais la flatterie, ça ne nourrit pas son homme. Donc, ce n'est pas des sursalaires. Je prends les infirmières. Alors donc, c'est une justice que le président a rendue à ceux-là. Et je crois que ceux-là doivent soutenir le président. Je ne fais pas la politique ici. Mais j'estime que ceux-là doivent se montrer reconnaissants. Et se montrer reconnaissants, c'est aller massivement... Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la période de prise de cette décision-là et la période électorale? Attendez, le président Patrice Talon est un homme politique. Vous croyez que moi, je ne suis pas un naïf, moi. C'est normal, il est un homme politique. Et il est membre du bloc républicain, puisque c'est à partir du bloc républicain qu'il a été candidat. Je crois qu'il a voulu favoriser ces deux partis, et c'est naturel. Et les Béninois doivent justement favoriser le bloc républicain. Et bon, pour avoir un peu pitié de UP le recaler, peut-être leur laisser quelques voix. Ouais, plus sérieux. Alors, non, c'est pas sérieux. Donc, c'est l'Union progressiste, UP le renouveau. UP le renouveau. Voilà. Parce qu'il y a une candidate UP qui est une amie à moi, avec qui on parle, qui tous les jours me casse les oreilles à me corriger. Mais j'ai du mal à me répondre. Quand veut dire renouveau, recaler, bon, UP le renouveau. UP le renouveau. Alors là, vous avez parlé de l'augmentation des salaires qui a été effectuée aux travailleurs béninois. Mais est-ce que cela est de nature véritablement à combler les attentes, l'attente qui était?
Non, il sera difficile qu'une augmentation de salaire comble les attentes. Si moi, par exemple, il y a un jeune de mon âge qui est fonctionnaire et qu'il voit mon train de vie, s'il voit combien de fois je voyage, ben, il doit se dire, il veut avoir le type de vie de Kourovi. Et pour avoir ma vie, il faut être paysan, il faut être agriculteur, il faut être cultivateur. Moi, j'ai 70 hectares de manioc en Côte d'Ivoire que j'ai planté moi-même. J'ai 150 que je suis en train de transformer en manioc séché. À Kuntintéon, à Tangueta, je viens de lancer 50 hectares. Quand ces 50 hectares vont donner leurs fruits, ben, je pourrai vivre comme un roi. Donc, aucun salaire ne peut satisfaire les attentes de quelqu'un. Surtout, ma foi, je prends quelqu'un qui a un doctorat. Ben, il voudra vivre comme d'autres docteurs, mais qui sont dans le privé. Donc, si vous voulez mener une vie de roi, là, vous montez votre entreprise et vous gagnez votre vie. Le salaire ne peut jamais, c'est-à-dire augmenter, améliorer la vie comme il le souhaite. Puisque c'est bien quelqu'un qui paye. Je vous ai dit que c'est nous autres, cultivateurs, artisans, industriels, commerçants, qui faisons en sorte qu'il y ait de l'argent dans la caisse pour qu'on puisse redistribuer. Ben, et puis, le drame est celui-là. L'État, je n'ai pas non plus attendu, et c'est aussi ma déception, je n'ai pas entendu que l'État fasse des conditions pour que ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture puissent avoir un prêt agricole. Moi, je dois aménager ma ferme 50 hectares de Kuntintéon, c'est 15 millions. Je n'ai pu réunir que pour le moment 6 500 000. Il en faut encore. Il nous faut un crédit agricole. Le président n'en a pas parlé. Pourtant, sur le Fonds national de développement agricole. Oh, le Fonds national, ne me faites pas rire, vous. C'est tellement compliqué que c'est un serpent de mer. Comment un serpent de mer? Ben, vous n'arrivez pas à l'attraper. Ça dit, vous voyez, ce n'est pas joignable. C'est bien une bonne volonté. Comment c'est pas joignable? Il y a la structure qui est mise en place. Oui, bah alors, elle a un siège. Bon, j'entends souvent le ministre Ablaye Biakane, SGN du Bloc républicain, avec qui je suis tout le temps. Il se plaint tous les jours pour dire on a mis 100 milliards et à peine 2% ont été utilisés. Aujourd'hui, je vais lui répondre. Monsieur le ministre, je ne vous ai jamais dit pourquoi c'est seulement 2%. Les conditions pour avoir accès à ça ne sont pas faciles. Et combien peuvent remplir ces conditions? Voilà le problème. Donc, qu'est-ce que vous reprochez à ces conditions-là? Une petite digression. Voilà, les conditions sont telles qu'on demande tel papier, tel papier, tel papier, tel papier. Ce qui est normal. Hein, ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais nous n'avons pas encore cette culture, nous n'avons pas encore cette capacité-là. Quels sont les papiers qu'on vous demande? Oh, je ne vais pas aller dans les détails, je ne vais pas parler de leur structure, ils viendront en parler. Mais ce que je dis, j'ai échangé avec l'autre bureau qu'on vient de décimer en les arrêtant tous, en les mettant en prison, pour après dire qu'on veut aller faire une instruction. C'est comme si on les avait arrêtés sans aucune preuve, j'ai rien compris. On arrête 9 personnes, le gars plaide non coupable et le juge se déclare incompétent et on dit on envoie ça en instruction. Bon, pourquoi les avait-on arrêtés alors? Bref, ça c'est un détail. J'ai rencontré cette équipe-là, attendez, et j'ai échangé avec eux. Ils sont pleins de volonté, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Même moi-même, qui peut écrire un business plan, qui peut faire ceci, ce n'est pas aussi simple que ça. Je crois qu'il faut que notre pays aujourd'hui s'inspire de la révolution, qui avait facilité certaines choses, où dans les quarts d'heure, il y avait facilement de matériel, ici il y avait ceci, et les encadreurs les mettaient à disposition tout en suivant les chances. C'est plus simple en réalité. Parce que de quoi est-ce que nos paysans ont besoin? De motoculteurs, de tracteurs. Au temps de la Révolution, vous n'étiez peut-être pas encore né. Oui. Moi aussi je vieillis, hein, c'est pas possible. Bon, ok. Alors, au temps de la Révolution, dans les quarts d'heure, c'est l'État qui mettait déjà les tracteurs à disposition et on identifiait les bons producteurs à qui on mettait à disposition directement. Le Bénin va en arriver là. Bon, le drame aussi, quelque part le président n'a pas tort non plus, c'est que nous sommes tellement corrompus que si on fait ça, ça risque de se retrouver seulement dans la maison des députés ou bien de ceux qui ont les bras longs, comme on dit. Or, au temps de la Révolution, il n'y avait pas de bras longs. Et c'était une chance pour le pays. En fait. Alors, dans le discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation, il a parlé éducation, il a parlé santé, il a parlé de sécurité également. Est-ce qu'à ce point-là, quelque chose a marqué? Ah ben, j'ai été heureux d'entendre. Il y aura des bourses pour les filles. Oui, bon, pourvu que les filles sortent de TikTok et autres, où elles sont à moitié nues. Aujourd'hui, vous êtes sur les réseaux sociaux, mais vous êtes agressés par les filles au nichon bien debout, les fesses en bandoulière. Alors, si elles peuvent sortir de ces réseaux-là,
Je crois que ces bourses-là serviront à quelque chose. Sinon, on aura donné des bourses à des filles mamans très bientôt. Donc, en tout cas, dans le principe, c'est une bonne chose. Moi qui fais la promotion de l'économie fondamentale pour un développement à visage humain, l'État doit assumer cette fonction. Je trouve que le président a énuméré les 7 fonctions essentielles. Par contre, il y a une fonction que le président n'a pas énumérée. Laquelle? L'État doit contrôler désormais les sermons dans les églises les dimanches et les sermons, les prêches, les vendredis. Les imams aux sermons endiablés là, on n'en veut plus parce que même en Arabie Saoudite, le message que les imams doivent porter sont distribués par le ministère des cultes le jeudi et le vendredi. Cela passe et dans tout le pays, c'est le même sermon. Pour éviter justement la programmation d'esprits faibles à prendre des armes. Si quelqu'un en vient à prendre son second qu'il égorge au nom d'un Dieu qu'il croit, c'est parce qu'il a entendu un message où il croit qu'il est en train de défendre Dieu. Mais le message, la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Et ce qu'on entend, bon, les chrétiens diront, vient de la parole de Christ. Alors, ce qu'on entend aussi d'Allah vient de la parole qu'un imam dit d'Allah. Donc, c'est très important. Dans l'économie fondamentale, nous demandons que l'État contrôle le message des prédicateurs dans la sphère publique. Aussi, il faut interdire que et imams, et pasteurs, et prêtres fassent des commentaires politiques. À chacun son métier. Le rôle d'un religieux, c'est de s'occuper de l'âme de ses ouailles quand il serait mort, aller au paradis ou bien aller en enfer. La vie physique, la vie sur terre, est du ressort des hommes politiques. Et ça, à chacun son métier, sinon on va en arriver à ce qui est arrivé au Sénégal ou au Parlement, parce que 2 députés estiment qu'une dame aurait manqué de respect à leur guide spirituel, se sont mis à frapper la pauvre dans un Parlement. Qu'est-ce qui a permis ça? C'est une question de religion en politique. Il faudrait qu'on enlève la religion de la politique. Il faudrait qu'on enlève la religion de la politique. Alors, Glo Djigbe a été évoqué durant le discours sur l'état de la nation. Ben, Glo Djigbe, c'est une chance. Moi, j'étais à Glo Djigbe le 6. Parce qu'avec des partenaires, nous voulons mettre une usine de vêtements. Qu'Allah nous permette qu'il en soit ainsi. Parce que je ne suis pas riche et moi, je suis riche de mes idées. Et mes idées convainquent des gens. J'espère qu'ils vont m'accompagner jusqu'au bout. Donc, Glo Djigbe est une chance pour la jeunesse béninoise. Mais pour que Glo Djigbe aille de l'avant, il faut un suivi. On parle de plus de 6 000 jeunes employés. Non, il y aura même plus. Le président fait économie de... Il est trop modeste quand il dit 6 000. C'est plus que 6 000. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il y a d'autres qui ne seront pas formellement, directement utilisés. Mais les 6 000, ces 6 000 emplois vont générer d'autres emplois. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, ce que je veux, c'est que les Béninois, une fois encore, comprennent qu'aucun principe de « on veut changer ». Et ces 2 mandats, il n'est pas 2 mandats, il est parti. Si vous détruisez ce qui est en cours, ben, vous allez en souffrir. Mais si vous voulez détruire ce qui est en cours, confiez-moi le témoin et je vais, moi qui comprends ce qui est en cours, je pourrai continuer après 2026. Mais je souhaiterais que ce soit le président Patrice Talon parce que le Béninois a besoin de quelqu'un d'assez dur avec lui. Les Béninois ont besoin d'un leader capable d'arracher la peau de leurs fesses, en faire un tam-tam et couper leurs mains pour jouer à cela. Et c'est ce que le président Patrice Talon fait pour le bien des Béninois. Aujourd'hui, c'est dur. Demain, ce sera bien. En Bariba, on dit, il y a un son en néné. Quand c'est chaud là, il faut tenir. Quand ça va se refroidir, c'est déjà dans ta main. Donc, on a un leadership difficile aujourd'hui, oui. Mais pourtant, c'est pour ça qu'il faut soutenir ce leadership-là. C'est pour ça, si des opportunos, profiteurs, situationnistes viennent vous voir pour dire que ce sont eux qui vont changer la gouvernance, sachez que c'est faux. Ce n'est pas au Parlement qu'on décide de la gouvernance. Le gouvernement gouverne et le Parlement légifère. Donc, ne tombez pas dans la haine. Moi, Corvé qui vous parle, j'ai fait 6 mois de prison, 5 ans d'apatridie. Mon père est mort, ma mère est morte, je n'ai pas pu venir les enterrer. Pourtant, in fine, je vous dis, au résultat, les souffrances que nous avons connues là, eh bien, peuvent être justifiées et pardonnées. Mais maintenant, c'est vous qui faites le choix de la catastrophe ou bien de continuer à construire un destin commun pour demain.
Alors, le chef de l'État a annoncé également 700 infrastructures sanitaires pour 2023. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en matière de statistiques et de nombres, je me méfie. L'homme propose, Dieu dispose. Le diable s'interpose et l'homme se repose. Si dans les 700, on peut faire même déjà 300, ce sera déjà une bonne chose. En tout cas, je vois la volonté de doter le Bénin de 700 infrastructures nouvelles. Maintenant, est-ce que ce sera en 2023? J'en sais rien. Mais c'est la volonté, le désir du chef de l'État. Qu'Allah lui permette de l'atteindre. Qu'Allah lui permette de l'atteindre. Alors, dans le secteur de l'énergie, de l'accès à l'énergie des populations. Alors, et c'est à ce niveau-là que moi je suis heureux. Il y a la SBE qui est en train de faire un travail extraordinaire. Le Bénin, avec les nouveaux projets de production d'électricité, va bientôt couvrir à 110% les besoins nationaux. À 110%. Parce que j'ai rencontré le ministre de l'Énergie et je lui ai dit mon désir de prendre une licence de producteur indépendant d'électricité. Ce que je fais ailleurs, toujours avec des partenaires. Ce n'est pas mon argent. J'ai compris que le Bénin couvrait déjà, au vu des projets en cours, les 110% des besoins au niveau du Bénin. Nous allons toujours nous installer, mais produire pour le marché de l'électricité de la sous-région, parce qu'au Bénin, l'infrastructure de l'interconnexion est en train d'être finalisée. Par contre, il y a la BERM qui s'occupe de l'électricité rurale et de la bonne gouvernance au niveau de l'énergie. Très bien. C'est dommage que le directeur que j'ai rencontré le 5 et le 6, le 7, il a été relevé. Il a été appelé à d'autres fonctions parce que ça faisait déjà 7 ans qu'il était à la même fonction. Le gouvernement a certainement estimé que réussissant très bien à la BERM, on pourrait le rappeler pour l'envoyer ailleurs. Je vais voir où est-ce qu'il va atterrir. Ceci étant dit, oui, nous, à Africa Power Supply Solutions, avec la Fondation pour l'harmonie mondiale qui travaille contre le réchauffement climatique, nous offrons au Bénin, à prix subventionné, des lampadaires photovoltaïques de dernière génération. Les générations anciennes étaient achetées environ à 550 000. Nous les mettrons au plus à 150, au plus à 200 000, au moins à 150 000. C'est-à-dire en cette marge-là. Parce qu'il faut qu'il y a le transport, il y a beaucoup que nos États participent au coût de production. Et pour des échanges avec la BERM, l'évaluation c'est 140 000 besoins. Nous pouvons mettre, jusqu'à 200 000 à disposition. Nous allons suivre pour faire la maintenance parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de lampadaires solaires qui ne s'allument plus. Il n'y a pas eu d'entretien. Nous allons signer un contrat avec eux pour entretenir ces lampadaires-là pour que ce ne soit plus un champ de poteaux électriques qui ne s'allument jamais. Donc, j'ai fait d'ailleurs venir 10 lampadaires qui sont présentement à la douane, à l'aéroport. Nous allons prendre les autorisations. De toute façon, la loi dit que le matériel d'énergie renouvelable ne paye pas de douane. Mais ceci étant dit, nous allons à la BERM, puisque avec eux qu'on veut travailler, prendre un papier qui nous permet d'aller à la douane, à l'aéroport, retirer les 10 exemplaires. Et ils vont les installer chez eux, les vérifier. Je ne veux pas qu'ils soient dit que Corvia a amené des coucous au Bénin. Quand eux-mêmes seront satisfaits de la qualité, ils pourront nous dire s'ils sont intéressés. S'ils sont intéressés, je fais venir mes partenaires, on signe un accord de principe et on commence par fournir le Bénin. Alors, une petite dernière question avant de fermer. Oui. Chaque village aura de l'électricité publique. Les ruelles auront de l'électricité. Et cela va chasser le terrorisme. Parce qu'en réalité, c'est au profit de l'obscurité que les assaillants viennent attaquer nos villages. J'espère que ces installations faites, les Béninois n'iront pas voler, comme ça se fait d'habitude, les panneaux solaires ou alors les batteries. Bon, ici aujourd'hui, la batterie et la lumière lampe sont ensemble, donc la batterie ne peut leur servir à rien, mais ils peuvent toujours voler le panneau solaire. Je ferai intervenir nos dignitaires du culte Sakpata de Revioso. Si quelqu'un va prendre ces lampadaires-là, il va mourir le doigt en l'air. Je vous le dis. Si 2, 3, 4 meurent, ah non, je vous parle sincèrement. Ils ont l'habitude d'aller voler ce que l'État a placé pour tout le monde. C'est de l'incivisme. Ce n'est pas de l'incivisme, c'est de la criminalité. Et la mort est le salaire du péché.
Si 2-3 meurent, vous verrez que le reste va se garder de voler ce qui appartient à tout le monde. Alors, l'État également a pris des mesures contre le terrorisme. Le chef de l'État en a parlé dans son discours sur l'état de la nation. Est-ce que, selon vous, ces mesures sont rassurantes davantage? Les armes n'ont jamais lutté contre le terrorisme. Ça ne suffit pas. Si les armes pouvaient lutter contre le terrorisme, Israël ne serait pas confronté toujours à des difficultés. Les États-Unis même ne seront pas confrontés. Même l'Allemagne. Ce sont les renseignements. Ceci étant dit, avoir les armes, c'est une bonne chose. Mais le terrorisme, c'est que l'ennemi est diffus. En fait, vous ne savez, le danger est diffus, vous ne savez pas d'où ça va venir. Donc, la première des choses à faire, et je l'ai dit, c'est de contrôler les prêches dans les églises, dans les mosquées. C'est capital. Parce que ce sont ceux-là qui programment les êtres humains à faire leur volonté au nom d'un Dieu qu'ils n'ont jamais vu et qui ne verront jamais. Ça, c'est certain. Même après la mort, ils ne verront pas Dieu. Alors donc, c'est une bonne chose que l'État ait décidé ou bien ait investi déjà 80 milliards. Mais ça doit nous faire pleurer. Parce que ces 80 milliards, ce sont des écoles en moins. Ce sont des hôpitaux en moins. Ce sont des routes en moins. Donc vous voyez ce que nous coûte le terrorisme? C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Alors, dernière question pour finir ce décryptage du discours sur l'état de la nation, Bertin Korovi. Le chef de l'État, dans son speech, a fait la part belle à la 8e législature. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est de bonne guerre. Vous vouliez qu'ils disent quoi? Parce que, quoique, je les ai toujours trouvés députés Godio, et ce n'est pas faux, mais il faut reconnaître quand même qu'ils ont donné l'essentiel des tests législatifs au pays. Pour que le chef de l'État puisse atteindre ses objectifs, ben, voici des députés qui votaient même les yeux fermés. Et ils avaient pris l'habitude de voter. Vous avez les preuves de ce que attendez, on les voit à 2 h du matin qui est encore en éveil. Ils ont voté beaucoup de lois à 2 h du matin. Mais ce sont des lois structurellement qui permettent à l'État de construire l'ossature d'un développement. Et si on n'avait pas ce type de parlement-là, il y aurait eu de discussions à ne point en finir. Donc, je les félicite. Quoique, j'estime que leur élection au départ était mal faite, mais ils ont rendu un service à la nation. Et je crois que le président devrait les décorer pour leur courage, parce qu'il faut être courageux pour se réclamer d'un tel parlement. Ils ont fait le sale boulot qui va nous permettre, nous autres, pour le futur, de bénéficier des textes de loi qui servent la nation. Mais ça n'enlève pas, ça n'empêche pas qu'ils avaient été mal élus. Mais on peut leur pardonner pour le travail qu'ils ont fait. Ils n'étaient pas paresseux comme d'autres législatures qui ne votaient pas des lois, qui étaient tout le temps à 100. Eux, même les yeux fermés, ils arrivaient à soulever la main à voter. C'est l'essentiel. Et je voudrais ici féliciter le président Vlavonou, je crois, non? Oui. Oui, Vlavonou pour son travail. Je souhaite que le président les décore. On les a traités de tous les noms d'oiseaux, mais ils ont tenu, ils ont rendu service au pays. Et c'est ce qu'il faut retenir. Ceci ne m'empêchera pas de toujours continuer de dire qu'il fut des députés Godio, mais des députés Godio qui ont fait le job. Et c'est l'essentiel. Et c'est l'essentiel. Alors, Bertin Korovi, nous tendons progressivement vers la fin de cet entretien. Quand même, déjà, vous êtes un acteur politique. On ne peut ne pas vous interroger notamment sur l'actualité politique. Alors, dites-nous, à quelques jours, je peux dire, du scrutin du 8 janvier, déjà le chef de l'État a fait savoir que la fête sera belle, sera une très belle fête, les élections à venir. Quelles sont vos appréciations sur l'ambiance qui règne au sein de la classe politique? Bon, je dois avouer que avec la hausse des salaires, les Béninois qui sont contents, ben, ceux qui disaient qu'ils n'iraient pas voter, j'espère qu'ils vont reconsidérer leur position. Je voudrais juste que les Béninois s'en tiennent à l'essentiel. L'essentiel, c'est de donner au président Patrice Talon l'instrument législatif qui lui permette d'aller de l'avant. Ici, je ne voudrais pas prendre le risque de demander de voter pour le Bloc républicain, qui est le parti leader aujourd'hui, sinon je l'aurais fait. Je ne voudrais pas non plus dire... Que répondez-vous à ceux qui estiment que le Bloc républicain serait en difficulté avec l'avènement des démocrates dans
le jeu politique au regard des fiefs électoraux que vous partagez ensemble? Oh, les démocrates d'abord. Et je ne sais pas qui a eu ce génie-là, mais j'ai l'impression que le parti, les démocrates, est candidat sans les militants des démocrates. Alors, vous voyez, je ne veux pas être prétentieux, mais je vois la plupart de ces cas, ce sont des crèves la faim. Oh, moi, je suis convaincu, je ne dirais pas. Je vois même qu'ils vont faire campagne avec Zemidia. Vous voulez que... Oh, c'est une élection de proximité. Donc, ceux-là, ils s'en vont. Oui, justement, ils prennent Zemidia pour être plus proche des populations. Non, c'est faux. Les populations béninoises sont ça là. J'ai été candidat en 2016. Oui, Et attendez, on a vu Patrice Talon candidat également à l'arrière du moto, prendre Zemidia également. Bon, ça, c'est ça. Et ça dit, vous savez, quand vous êtes riche et vous jouez les pauvres, tout le monde vous applaudit. Mais quand vous êtes pauvre et on envoie le signe, personne ne veut vous envier. Je vais vous dire une chose. J'étais candidat en 2016. J'avais 2 voitures de campagne. La Sequoia est moins chère que l'autre voiture. Mais les populations ne connaissent pas mes militants pour le président. Quand tu vas, il faut amener la Sequoia, qui est plus grosse, mais qui ne coûte rien. Donc les populations sont dans l'illusion qu'il faut donner des signes extérieurs de richesse pour être un bon homme politique. Ça n'a pas changé. Ce peuple est corrompu jusqu'à la moelle épinière. Donc, ces candidats des démocrates-là, non, ça ne m'inquiète pas. Ceci étant dit, j'avoue quand même que c'est une bonne chose qu'il soit candidat. Mais ce que je crains, je veux faire de la politique fiction. Et c'est même ça qui me fait rire. Vous, peuple béninois, qui vous dites, oh non, on va sanctionner Patrice Talon en votant les démocrates, c'est ça, non? Très bien. Mais si vous votez les démocrates, qui vous dit que Yahi Boni, qui est en embuscade, n'a peut-être pas, c'est une politique fiction, hein, n'a peut-être pas un accord politique avec le président Patrice Talon pour que les deux s'entendent, pour modifier la Constitution de telle sorte que Yahi Boni puisse être candidat encore. Je sais qu'il meurt d'envie d'être candidat encore. Ça, je le sais. Et il sait que je sais. Et que Yahi Talon aussi soit candidat pour que Talon acte tranquillement sa 3e candidature. Yahi a sa 3e candidature. Peut-être même ABT, pourquoi pas aussi sa 3e candidature. Et on ne pourra plus dire non, c'est... Talon a violé la Constitution puisqu'on aura eu le consensus national. Les démocrates qui participent à la modification de la Constitution, etc. Donc, c'est vous dire, si vous aimez Patrice Talon, vous aimez ce pays, votez pour Patrice Talon directement. Vous savez, les partis qui répondent de lui, les partis dont il se réclame en parrain, votez directement pour eux. Et là, si on veut modifier la Constitution pour un 3e mandat, qu'il mérite, on le fera réellement. Vous insistez vraiment avec le 3e mandat, vous y croyez vraiment? Je le souhaite du plus profond de mon âme. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit... Un 3e mandat qui est anticonstitutionnel. Mais qu'est-ce qui est constitutionnel pour vous? Qu'on mange bien ou bien qu'on meurt de faim et qu'on dise qu'on est en démocratie? Non, je suis curieux. Non, vous là. Bon, si Talon s'en va en 2026, vous serez candidat, vous serez président. Mais parce que ceux qui crient, on ne veut pas un 3e mandat là, aucun d'eux ne peut être candidat. Moi, je serai candidat, si Talon n'est pas là. Et je serai même élu. Et moi qui ai des chances, des possibilités d'être élu, c'est moi qui dis je souhaite qu'il continue. Parce que j'estime qu'il faut éviter à notre pays les divisions, des ambitions, les expressions de trop d'ambition. Et tout le monde dit non, oh la Constitution, c'est quoi la Constitution? Le rôle d'une Constitution là, c'est de nourrir son peuple. Et je n'ai pas encore vu. Bon, en Chine, il y a un 3e mandat. Qui se plaint? Qui se plaint? On veut d'un développement. Maintenant, si le président avait échoué dans ce qu'il projette pour l'avenir, moi, Kovi, je me serais opposé à un autre mandat. Mais le bilan que j'ai entendu, ce qu'il projette pour le futur, c'est une bonne chose. Mais si vous ne voulez pas que Patrice Talon continue, moi, Kovi, je vais prendre le témoin de sa main et je vais continuer. Je vais continuer ce qu'il fait. Je ne vais pas vous enlever la peau des fesses, mais je vais continuer par construire l'économie fondamentale qu'il est en train de mettre en perspective pour un développement à visage humain. Je souhaite, du plus profond de mon âme, notre mandat, ce n'est même pas un 3e, un mandat après 2026. Maintenant, ceux qui croient, et je voudrais rassurer les Béninois, je le dis ici, ceux qui sont proches du président Patrice Talon peuvent se rapprocher de lui. Si c'est lui qui me finance ce que je fais, je veux qu'il le dise. S'il me finance et je vous mens,
ben, que la terre s'ouvre sous mon pied, le ciel sur ma tête, que les âmes de nos ancêtres se fâchent contre moi. Il peut le faire demain, mais il ne l'a pas fait et il ne le fait pas. Je ne m'en plains pas. Ce sont mes idées qui font que j'ai du financement de mes partenaires à l'étranger. Mais je suis fatigué d'entendre ces talents qu'il envoie au Rwanda, c'est lui qui le finance en Côte d'Ivoire, etc., etc. Il y a plein de Béninois qui crient talents. Pourquoi il ne les financerait pas eux? Si vous avez de bonnes idées, les idées vont générer du financement. Ce n'est pas l'argent qui fait les affaires. Ce sont les idées qui amènent le capital pour faire les affaires. Donc, on cesse de me casser les oreilles avec, parce que ça commence pas à m'agacer. Bertin Corvi, nous sommes à la fin de cet entretien. Un mot à l'endroit de vos sympathisants qui ont bien voulu suivre cet entretien parce qu'ils ont vu que, tiens, le commandant doit décrypter le discours du chef de l'État. Bon, je voudrais plutôt m'adresser au président Patrice Talon. Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président. Mais ils sont tous convaincus que vous me donnez l'argent. Mais donnez-moi cet argent-là maintenant pour que je fasse tout ce que je peux faire. Je fais déjà ce que je fais sans que vous ne me donniez un franc. Mais donnez-moi de l'argent. C'est quand vous qui demandez de l'argent, là. Mais ce n'est pas que de manquer d'argent. L'argent n'est jamais suffisant pour faire des projets. Je suis au Rwanda. Je suis en Côte d'Ivoire, c'est 70 hectares de manioc que nous avons planté nous-mêmes. On a acheté 150 qu'on fait en manioc séché. Ici, à Contentin, c'est 50 hectares. Oh, je vais faire au fait 50 hectares par région, au fait. Tangueta, 50 hectares. Sirarou, j'ai dit à 40 hectares. À Savès, je suis en train de prendre... ainsi de suite. Mais que le président nous finance. Je ne dis pas un don. Vous pouvez me faire un prêt pour continuer à investir dans l'agriculture. Vous êtes seulement là, personne ne dit rien, tout le monde dit « Ah, Corvi, c'est bien ce que tu fais ». Je parle aussi au ministre Gaston Dossou. Il y a des fonds au ministère de l'Agriculture qui peut mettre à ma disposition. Et mettre un comptable à côté pour voir comment c'est géré. Enfin, je profite de votre plateau. Donc, je profite de vous pour dire ce que j'avais dit dans mon cœur. Financez la production agricole. Financez-moi. Mettez-moi à l'épreuve. Alors, nous sommes à la veille des élections législatives. Bon, je n'ai pas le courage de demander aux populations de voter pour le bloc républicain qui a besoin des 2 tiers. Mais la conduite à tenir, notamment par rapport à la cohabitation entre militants de partis politiques. Oh, vous savez, personne n'aime le Bénin plus que l'autre. On fait la comédie entre nous. Gardez raison, n'allez pas à la violence. Parce qu'il y en a qui disent, oh, tu t'attaques à Diogbenou, mais comment si moi je vois Diogbenou, je lui prends une bière. C'est la politique, c'est un jeu, c'est tout. Ça s'arrête là. Oh, tu t'en prends à Adrien Ngboye, mais Adrien se souviendra de combien de millions j'ai gaspillé pour sa campagne. C'est un jeu, la politique. C'est une fête, et comme le président l'a dit, ne devenez surtout pas des ennemis pour nous autres hommes politiques. Parce que moi, là, je peux vociférer, je peux crier, mais ça ne vient jamais de mon cœur, c'est de la bouche, c'est tout. Par contre, je vous dis, allez voter massivement pour le bloc républicain. Ah, merci à vous, Bertin Corvi. C'est autorisé? Allez voter pour le bloc républicain. C'est pas autorisé, c'est pas encore autorisé. Bon, chers amis internautes, allez faire un clin d'œil au bloc républicain. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que Bertin Corvi, sur le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, a été marqué par la durée de ce discours-là, qui fait 50 minutes environ. Et pour lui, il a constaté que le président de la République avait beaucoup de choses à dire. Pour lui, c'est un bilan du premier quinquennat du président Patrice Talon, celui de 2016 à 2021. Il a noté la fierté et la joie dans les propos du président Patrice Talon sur l'augmentation des salaires. Pour lui, c'est la première fois que le président Patrice Talon était heureux avec un brin de satisfaction justifié. Il a argumenté dans ce sens. Il appelle à un autre mandat pour le président Patrice Talon, notamment pour le quinquennat 2026-2031. Si Talon n'est pas candidat, il le sera, l'a-t-il lancé sur ce plateau Bertin Corvi. Il a tenu à faire savoir que dans le gouvernement du président Patrice Talon, il y a des ministres qui abattent un travail formidable. Il a donné pour illustration Gaston Dossoui de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, Sadia Assouman du commerce, Jean-Claude Donaoussou de l'énergie, le ministre d'État Ablaye Biotiane, le ministre de l'eau et des mines, Sam Seydou Adambi, pour le sont des ministres qui réussissent dans leur domaine. Patrice Talon devrait encourager les Béninois à produire davantage. C'est désolé, Bertin Corvi, pour n'avoir pas vu cette incitation dans le discours du chef de l'État. Pour lui, ce n'est pas un sursalaire qui a été effectué, c'est plutôt une justice sociale et il a démontré au cours de son développement.
aucun salaire ne peut satisfaire les attentes de quelqu'un, a lancé sur ce plateau Bertin Corvi, qu'il a justifié d'ailleurs. Il invite les acteurs politiques, les gouvernants, à sortir les religieux de la politique. Il invite également les gouvernants à contrôler les prêches qui se font, que ce soit à l'église et à la mosquée. Lui et ses partenaires offrent au Bénin des lampadaires photovoltaïques. Il nous l'a fait savoir sur ce plateau. Il a également décrit la dynamique dans laquelle s'inscrit cette initiative. Il a eu à féliciter en fin d'émission le président Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale 8e législature. Pour lui, il faut décorer les députés de la 8e législature qui ont abattu un travail titanesque. Il a fait savoir au détour d'une narration fictive que l'ancien président Thomas Boniaï meurt d'être candidat aux élections présidentielles. Bertin Corvi, en fin d'émission, a tenu à inviter les uns et les autres à la paix et à la concorde pour des élections législatives apaisées. J'espère que j'ai été récapitulatif. Non. Vous n'avez pas dit que je demande au président de me donner de l'argent. Ah, vous avez une voix qui est écoutée. Monsieur le Président, j'ai besoin d'argent. À quoi dis-moi? Je veux continuer à faire le chant dans d'autres circonscriptions. Donc vous insistez sur ça. Ah, c'est important pour moi. Merci à vous, Bertin Corvi. Et j'ai aussi dit, quoique félicitant les députés sortants de ce qu'ils ont fait, qui ne restent pas moins qu'ils ont été des députés Gaudio, mais qui ont fait un bon travail, qu'il faut les décorer. Donc c'est l'aspect Gaudio là qui manquait. Qui manquait, oui. Bertin Corvi, très atypique, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance Iroko, militant du parti politique Bloc républicain, psychologue de la communication, vous êtes économiste fondamentaliste. Merci une fois encore d'être passé sur ESAE TV. On revoit très prochainement lors d'un de vos passages au séjour à Cotonou. Merci à vous, chers amis, pour l'attention. Belle suite de programme sur ESAE TV. Portez-vous bien.